Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'étais au Festival d'Avignon où j'ai notamment vu l'adaptation de La Cerisay, la pièce d'Anton Tchekhov qui était jouée dans la fameuse et prestigieuse cour d'honneur du Palais des Papes. Mise en scène par le futur nouveau directeur du festival, Thiago Rodriguez, La Cerisay est un récit d'un monde qui mute, qui n'est pas sans faire écho à notre époque, et elle est incarnée par des comédiens comme Adama Diop, qui campe un lopakhin impeccable et que j'ai rencontré aujourd'hui. Mais Adama est accompagnée sur scène par Isabelle Huppert, Isabelle Abreu, Tom Hadjibi, Nadim Ahmed, Suzanne Aubert, Marcel Bozonnet, Océane Kerati, Alex Descas, David Geselson, Grégoire Monseignon, Alison Valence et Manuela Azevedo et Elder Goncalves à la musique. Vous l'aurez compris, La Cerisay est une pièce chorale qui, pour ceux et pour celles qui ne la connaissent pas, a été créée en 1904 au Théâtre d'Art de Moscou et qui, pour être très synthétique, met en scène l'histoire d'un domaine, La Cerisay, qui est sur le point d'être vendu aux enchères à cause de dettes développées par Lyubov, le personnage campé par Isabelle Huppert. C'est elle qui donne la réplique à mon invité du jour, Adama Diop, avec qui j'ai discuté de ce que représente de jouer dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon, de la manière dont il a travaillé cette pièce entre drame et comédie, ou encore du regard du public qui, pour le festival, se divisait en pas moins de 2000 paires d'yeux. Bonne écoute. Bonjour Adama Diop. Bonjour. Alors nous sommes à Avignon, dans les fusions du festival de cette 75e édition, dont vous faites pleinement partie puisque vous jouez cette fameuse Cerisay de Tchekhov, écrite en 1904 et qui est aujourd'hui mise en scène par Thiago Rodriguez, qui est le futur directeur du Festival d'Avignon. Il le sera en 2022 officiellement. Bon, une fois qu'on a dit ça, il manque un point capital pour vous, c'est d'évoquer le lieu dans lequel vous jouez la Cerisay. On ne peut pas ne pas parler de cette cour d'honneur du Palais des Papes, qui est un lieu extérieur, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un lieu de passé, qui n'est pas un lieu de représentation originellement et qui se transforme pendant le festival avec ses immenses gradins. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait de jouer ici, dans cet espace précis, qui est la cour d'honneur du Palais des Papes? Alors je pense que pour la plupart des acteurs, c'est quand même un rêve de jouer dans cet endroit incroyable qui est la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est à la fois magnifique et terrifiant. Mais ouais, on est très chanceux d'être là avec notre Cerisay. Il y a 2000 places, c'est ça? Tout à fait. 2000 spectateurs. Il y a 2000 places et c'est vrai que quand on arrive, il y a quelque chose de très très impressionnant. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment on pourra jouer dans cet espace-là, dans cet endroit-là qui est énorme. Après, je pense que la chance qu'on a, c'est qu'avec notre Cerisay, il est question de l'individu dans sa petitesse, dans l'immensité. Parce que dans la Cerisay, c'est une famille qui est dans un endroit, un domaine qui fait 1000 hectares. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça où ça résonne fort avec la pièce, avec ces murs qui ont vu énormément de choses, ces fenêtres. Qui ont pas mal de petits trucs à nous raconter, j'ai l'impression. Alors il me semble avoir entendu ou avoir vu, peu importe, que vous aviez une version pluie de la pièce où il est question de changement de lumière évidemment, d'une place de la musique qui est un peu différente, il me semble. Qu'est-ce que ça fait déjà? Qu'est-ce que ça fait de jouer dans ce lieu extérieur en sachant qu'on doit faire écho à tous ces éléments qui potentiellement vous avez déjà joué sous la pluie, je crois. Qu'est-ce que ça change dans ton jeu, dans ton approche du jeu? Alors on a eu 2 soirées où on a eu la pluie. La première soirée, il a goûté un petit peu, mais on est passé à travers. Ouais. Et la deuxième soirée, c'était il y a quelques jours. Et là, vraiment, on jouait en ne sachant pas si on pouvait aller au bout de la pièce. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, puisqu'à la fin du 3e acte, on a dû s'arrêter. Et je pense que nous sommes tous dit, après, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, dans la Cerisay, qui est un monde qui s'effondre. Et je pense que le fait d'être dans cet espace-là, qu'on ne sache pas si on va terminer, qu'on ne sache pas si la pluie va nous engloutir, ainsi de suite, il y a quelque chose dans l'énergie et dans comment on joue en sachant que l'orage va arriver. Et je pense que l'orage, c'est un peu la fin de cette Cerisay, où ce lieu n'existera plus. Et donc, ça a été extrêmement fort pour nous de traverser ça. Et puis, c'était fort aussi avec le public parce que les gens ont résisté jusqu'à la fin.
Et je pense qu'on était très heureux, et les uns et les autres, nous, acteurs et les spectateurs, d'être ensemble et de s'être dit, on est resté jusqu'au bout, jusqu'au maximum qu'on pouvait avant que l'orage n'arrive. Oui, c'est ça, il y a quasiment personne, enfin il y a peu de monde qui sont partis, je crois. Tout à fait. Dans l'absolu, donc c'est un bon petit signal. Tout à fait. Alors venons-en à votre personnage, Lopakin. Alors Lopakin, c'est un fils de paysan qui est devenu un riche marchand qui va finalement mettre en relief une certaine idée de revanche de sa classe et une idée de promesse d'un monde nouveau. Au fond, on peut peut-être dire que votre personnage, il est fondamentalement ancré dans notre époque, quand bien même il a été écrit en 1904, mais aussi et surtout qu'il colle parfaitement au thème de cette 75e édition du Festival d'Avignon, qui est ce souvenir de l'avenir. Alors au fond, c'est peut-être mon personnage préféré à moi. C'est le premier de sa famille qui vit une ascension sociale. C'est un personnage qui est assez complexe. Quelle vision vous en avez eu quand vous avez appris que vous alliez le jouer ? Alors oui, Lopakin, c'est un personnage qui est passionnant, qui est complexe comme tu viens de dire. Il faut savoir qu'en fait, la traduction en français de moujik, c'est paysan, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est des paysans esclaves, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des paysans qui travaillaient la terre, mais qui n'avaient pas le droit, ils n'étaient pas libres, quoi. C'était vraiment des esclaves. Donc c'était des serfs, quoi. Il y avait un servage qui existait en Russie pendant très très longtemps. Extrêmement heureux déjà à la base de travailler avec Thiago. Voilà, c'est un artiste que je respecte, que j'aime beaucoup, le metteur en scène. Donc quand il m'a proposé de rejoindre l'aventure, j'étais extrêmement heureux. Et puis évidemment quand il me propose Lopakin, c'est encore beaucoup de joie, quoi. Un super beau personnage. C'est un très très beau personnage. Donc la possibilité qu'on a encore d'explorer ensemble sur ce personnage, sur tous nos personnages, sur cette pièce, c'est formidable parce qu'on a une liberté qui est totale du coup. C'est jamais arrêté. Voilà, on a encore fait des modifications assez majeures dans l'acte 1 par exemple, comment la pièce démarre. On a fait ça il y a quelques jours à peine. On part jouer en Italie dans une semaine et je pense qu'il y aura aussi d'autres modifications. Donc je pense que le personnage que j'interprète et les autres personnages et la pièce sont toujours en mouvement, toujours en recherche. Et ça c'est assez passionnant quand on est artiste et qu'on travaille au théâtre. Ouais, et justement, précisément, tu as parlé du metteur en scène, Thiago Rodriguez, qui est, donc précisons-le, je l'ai déjà dit, après Olivier Pi, le futur directeur du festival. Quel genre de metteur en scène c'est ? Est-ce qu'il vous fait confiance ? Est-ce qu'il vous donne des libertés ? Est-ce qu'il vous demande par exemple qu'est-ce que vous feriez à la place de ce personnage ? Quelle marge de liberté vous avez pour créer votre personnage, vous ? Parce que il va sans dire que vous n'êtes pas juste un exécutant du rôle. Tout à fait. Ce qui est formidable avec Thiago, c'est qu'il a une confiance totale aux acteurs. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'il va jamais prendre une position de metteur en scène qui impose ce que devrait être une scène, ce que devrait être un personnage. Il ne ferme aucune porte. Et même encore, hier, par exemple, Marcel Bozonnet, qui interprète Fierce, a dit à Thiago, moi, je pense qu'à ce moment-là, je pourrais essayer ça. Et Thiago lui dit, évidemment, il faut l'essayer. Et donc, il y a toujours cette possibilité d'essayer, d'explorer. Donc, non, lui, il nous observe. Ouais. Il nous donne son avis de l'extérieur, il nous guide, il nous donne parfois les préférences. Quand on a fait plusieurs propositions, de dire « Ah, moi je pense que c'était plus juste cette proposition-là. » Mais il ne va jamais se positionner en force, c'est toujours en douceur, c'est toujours en rondeur. Et du coup, même aujourd'hui, il aime bien dire c'est comme un jeu et qu'il donne les règles du jeu. Et qu'à partir de là, ça reste du jeu. Nous, on joue. Et du coup, on a toujours une marge de liberté, de jeu entre nous, de s'écouter, de modifier un petit peu. Donc, c'est tout le temps en mouvement. Et ça, c'est assez jouissif. Oui, parce que du coup, c'est également un spectacle très choral qui doit être assez stimulant, mais aussi délicat à mettre en scène, mais aussi à jouer. Comment est-ce que vous positionnez à un collectif qui est quand même assez vaste ? Il y a beaucoup de personnages, presque comme, je sais pas, une troupe, un orchestre de comédiens. Comment est-ce que vous réussissez à impliquer votre jeu là-dedans, à vous sentir en fait ? Je pense que ça va revenir un peu aussi à Thiago, parce que je pense qu'au-delà de la mise en scène au plateau, on va dire une mise en scène des personnages, de la pièce, de la lumière, il y a aussi, la constitution d'un groupe. C'est ça ? D'un groupe d'artistes, d'un groupe d'humains. Et je pense que Thiago, là-dessus, il est incroyable parce qu'il est extrêmement attaché à ça. Il est extrêmement attaché à l'humain et aux relations humaines et finalement au débat qu'on peut avoir sur le plateau et en dehors du plateau. Et finalement, ce qui fait le spectacle, ce qui fait la Cerisée, c'est ça.
C'est ce cœur d'humains, d'artistes qui se retrouvent, qui mangent ensemble, qui discutent, qui débattent, qui parlent de la pièce, qui parlent des personnages, qui parlent des enjeux politiques, qui parlent de tout ça. Et finalement, quand on se retrouve au plateau, il y a quelque chose qui est organique. On n'est pas dans un endroit spectaculaire de jeu. On n'est pas un endroit où d'un coup, on est à l'écoute, dans une confiance qui est totale. Et ça aide beaucoup sur une œuvre comme ça, comme tu disais, qui est très chorale, à avoir une confiance telle qu'on peut vraiment se donner la force les uns les autres. Et même parfois en sortant, se dire « Ouais, là, t'as fait ça. Bon, je trouve ça super. » Ou « Ah, c'est dommage. » Enfin, on est, même entre nous, on se parle, quoi. Ouais. Et ça, c'est génial, quoi, de pouvoir avoir cette liberté-là. Stanislavski, qui a mis en scène La Cerisay à sa création au théâtre d'art de Moscou, il s'opposait à Tchekhov quant au genre de cette pièce. Tchekhov, il disait qu'il avait écrit une comédie et le metteur en scène, donc Stanislavski, considérait que La Cerisay c'était une vraie tragédie. Et vous? Moi, je pense que La Cerisay, c'est le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des moments. Je pense qu'il y a des moments énormément comiques, vraiment. Et évidemment, selon les personnages et selon où ils se positionnent, il y a des moments qui sont tragiques. Mais ce qui est beau, c'est la friction. C'est la friction de la comédie et de la tragédie. C'est des scènes qui, a priori, pourraient être effectivement très tragiques. Moi, je pense que, en général, je suis plutôt d'accord avec Tchekhov. Je pense qu'il y a quelque chose plutôt de léger, même si en sous-bassement, il y a cet enjeu-là de La Cerisay qui va disparaître, d'un monde qui va changer. Ouais. Donc, comme une sorte de vibration forte en dessous. Donc, ce que je trouve beau, c'est la tension entre les deux. Et que ce soit ni trop léger ou ni trop grave non plus. Sinon je pense qu'il n'y a rien qui se joue. Donc, je vais mettre entre les deux, peut-être. Ouais, je suis assez d'accord sur ce débat, en fait. Alors il y a aussi une question qui est cruciale, qui est évidemment au centre lorsqu'on est comédien, c'est le regard du public. Dans un spectacle vivant, pour vous le public, est-ce que c'est une pression? Est-ce que c'est quelque chose de bienveillant? Quel rapport vous avez à ce regard, qui sont en plus de 1000 en ce moment? Je pense que c'est. Est-ce que vous avez théorisé en fait cette approche du? J'ai jamais théorisé, mais en tout cas ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est tout. Si ce public n'existe pas, nous on n'existe pas. Et que je pense que la réflexion qu'on peut mener et les questions qu'on peut poser sur un plateau, c'est en dialogue avec des gens, c'est en dialogue avec le public. Et que du coup notre travail à nous, c'est toujours interroger le public et avoir des échanges avec lui. D'ailleurs, notre spectacle change, se modifie au contact du public. À la première représentation, on a fait un essai, voilà, et on a travaillé pendant 2 mois, puis on dit voilà, on vous propose ça. Ah, d'accord, selon votre réaction, selon comment les choses se passent, comment nous, ça nous modifie, comment notre rythme change, comment on se dit, tiens, là, on a l'impression que pour dialoguer avec le public, il nous faut ça. Donc c'est comme un miroir qui est vraiment, qui nous permet de continuer à travailler et que ça ne s'arrête jamais finalement, au fur et à mesure des représentations. Ouais, votre but en soi, c'est un peu de toucher tout le monde parce que... d'ailleurs, est-ce que votre but, c'est de toucher tout le monde dans le public ou est-ce que vous avez cette idée selon laquelle vous ne pourrez jamais y arriver à toucher tout le monde? Moi, je pense qu'au contraire, c'est important de ne pas toucher tout le monde. Okay. Parce que j'ai l'impression que plus on est radical artistiquement, plus on fait des vrais choix sur une forme, sur un spectacle, sur un fond. Et évidemment, ça va opposer. Et je pense que c'est un peu utopique ou même, je dirais... peut-être dangereux de vouloir avoir l'approbation de tout le monde. Ouais. En tout cas, moi, ce n'est pas mon but. J'ai l'impression que notre métier, c'est un métier d'artisan et qu'on propose un objet qu'on a construit pendant quelques semaines et qu'on continue de modifier au fur et à mesure des représentations. Mais en aucun cas, en tout cas, mon but en tant qu'artiste, c'est de vouloir qu'on m'aime ou que tout le monde apprécie mon travail ou notre travail. C'est de proposer quelque chose de pertinent et d'intéressant et qui fait réfléchir. Voilà. Si en rentrant d'une représentation, ça modifie, ça fait réfléchir des gens, déjà, je me dis, le pari est gagné. C'est gagné, ouais. Voilà, même si ça oppose. Alors je suis assez partisan des questions techniques, moi, des questions concrètes lorsque je prépare mes entretiens, pour la simple et bonne raison que ce sont des questions qui m'intéressent personnellement, entrer dans l'atelier un peu de mon invité. Alors j'avais envie de parler de la mémoire. La Cerisay, c'est une longue pièce qui a beaucoup de personnages, certes, mais c'est une pièce qui dure 2h30. Combien de temps vous apprenez votre texte en amont? Est-ce que vous avez des difficultés à apprendre ce texte? Et apprendre le texte d'ailleurs en règle générale? Alors, l'apprentissage du texte, ça dépend un peu des spectacles et des metteurs en scène. Là, Thiago nous avait demandé effectivement d'arriver avec le texte un peu su déjà. Donc moi, j'avais appris, on va dire, les 2 premiers actes.
Voilà. Okay. Je connaissais un peu le 3 et le 4, mais pas vraiment beaucoup. Je voulais d'abord rentrer, parce que je savais qu'on allait travailler à la table, donc j'avais encore un peu de temps. Et je voulais un peu avant, envie d'avoir la température un petit peu de comment il nous amenait. Et du coup, c'est vraiment à la table qu'aussi l'apprentissage et le fait de sentir un peu l'univers, les autres acteurs, leurs énergies, ainsi de suite, pour ne pas, parce que parfois le risque d'apprendre le texte en amont, c'est tout de suite d'avoir un avis ou une musique ou je ne sais pas, mais quelque chose comme ça. Et donc de laisser toujours une place à encore quelque chose qui se modifie avec le contact des autres artistes. Travailler à la table, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est en gros se mettre autour d'une table et travailler, oui, comme son nom l'indique en fait. Tout à fait, lire le texte, réfléchir ensemble. C'est le moment où on pose des questions sur des incompréhensions, sur du sens. Là, en plus, on a eu la chance au début de ce travail. On a eu André Markovitch et Françoise Morvan qui sont les traducteurs de notre cerisé. De la version, en tout cas. Tout à fait. Et du coup, voilà, ça nous a permis de leur poser énormément de questions sur des choses qu'on ne comprenait pas, sur la Russie, sur l'époque de Tchekhov. Sur Tchekhov, c'est quand même un privilège pour nous d'avoir Françoise et André qui connaissent quand même presque intimement cet auteur avec lequel ils travaillent depuis maintenant, je pense, 30 ans. Est-ce qu'il y a des rôles, vous, qui vous servent encore aujourd'hui pour jouer, par exemple, la Cerisay? En tout cas, dans votre carrière, est-ce que vous construisez votre métier grâce aux différents personnages que vous jouez? Oui, je pense que chaque personnage laisse une marque sur nous. Tous les personnages. Et je pense vraiment que toutes les aventures dans lesquelles j'ai participé jusqu'à maintenant m'ont amené aujourd'hui à ce personnage-là de Lopakhin. Et je pense que dans le prochain personnage que j'interpréterai, il y aura du Lopakhin. Voilà, je pense qu'il nous laisse toujours une marque, quelque chose, un rythme, un tic, une manière de parler, une manière de penser, une manière de bouger dans l'espace. Ça s'imprime un peu sur nous, invisible, mais là. Ça marche pas un peu aussi pour les metteurs en scène, du coup? Une manière de se déplacer dans l'espace, etc. Je pense que c'est pas au même endroit. Ouais. Ce qui est beau, je trouve, en tout cas dans notre travail, nous, acteurs, c'est d'être des interprètes et donc de rentrer dans l'univers d'un metteur en scène, dans son langage et de se laisser guider quelque part par les manières de travailler. Donc j'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec des metteurs en scène très très différents et c'est passionnant quoi, de devoir d'un coup se glisser dans un univers et embrasser le langage du metteur en scène. Sans dire qui c'est, ni ce que c'est, ni rien, mais est-ce qu'il y a des expériences que vous avez trouvées détestables ou que vous avez vraiment, je vous êtes dit... J'ai eu de la chance détestable... Je suis peut-être allé un peu fort, mais... Oui, je comprends la question. Comment dire, je mettrais difficilement un mot comme ça parce que j'ai eu des expériences moins belles, moins intéressantes, mais je pense qu'elles sont importantes en fait. Ouais. Ces expériences-là aussi nous construisent, nous permettent de comprendre, nous permettent de nous positionner aussi. Et moi j'ai tendance à vraiment rien jeter, les magnifiques comme les projets les plus difficiles, que ce soit dans la construction ou même dans le résultat. On se dit ok, voilà, à quel endroit on essaie de faire notre travail du mieux qu'on peut et comment ça nous modifie pour la suite. Donc j'en ai eu, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, très peu. J'ai eu beaucoup de chance, mais ces expériences-là me servent aussi. Ouais, ça arrive. Je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Je ne peux que vous conseiller de lire Tchekhov pour ceux qui ne connaissent pas Tchekhov. C'est un auteur majeur. Voilà, moi je suis sénégalais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille à tout le monde de courir acheter le recueil de poèmes de Senghor. Les poèmes de Senghor, c'est magnifique. Hier, j'ai fait travailler aussi plusieurs auteurs, dont un auteur sénégalais qui s'appelle Felwine Sarr, qui écrit très bien, c'est magnifique ce qu'il écrit. Voilà. Je pourrais vous faire une playlist de musique, mais je pense que ça exploserait dans l'interview. Non, j'écoute beaucoup la musique. Okay. Voilà, j'ai beaucoup de... Voilà, ça c'est très éclectique. Ça peut partir de Mozart à Youssoupha en hip-hop, à plein de styles différents, donc voilà. Écoute, il me semble qu'il y a quelques petites recos là-dedans. Ouais. La Cerisay, c'est mis en scène par Thiago Rodriguez d'après l'œuvre d'Anton Tchekhov, traduit par André Markovitch et Françoise Morvan, avec Adama Diop qui était à mon micro aujourd'hui. Cette Cerisay-là, elle est jouée au Festival d'Avignon, mais elle va surtout partir en tournée dans les mois à venir. Alors il y a en Italie, on a dit ça, donc c'est au Grand Théâtre de Pompéi. Tout à fait. Quelque chose comme ça. Ouais, dans une semaine. Voilà. Il y aura également
en février 2022 au Théâtre de l'Odéon à Paris, en juin 2022 à la Comédie de Clermont-Ferrand, du 3 au 4 septembre 2022 au TNP de Villeurbanne, fin septembre à la Coursive de La Rochelle. Et c'est tout. Enfin, c'est tout ce que j'ai. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast par exemple. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine.